Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu, ça va être très concentré sur AMD, puisqu'il y a eu deux sorties de produits la semaine dernière. On va aussi faire un petit tour du côté des tarifs des GPU, puisque ça continue de bouger légèrement. Allons-y, c'est parti. Alors, on commence avec la sortie que pas grand monde n'attendait vraiment, en fait, c'est la sortie dans le commerce au détail de la RX 6400. Alors la RX 6400, c'était sorti au mois de janvier, il me semble, pour les assembleurs système, et bien elle arrive maintenant dans la vente au détail. Alors pour rappel, la 6400, eh bien c'est une version castrée de la 6500 XT. Alors la 6500 XT, j'en ai fait un test il y a pas très longtemps, c'était pas vraiment un GPU hyper intéressant, c'est juste que c'était le seul de vraiment disponible aux alentours des 200 balles, mais ça n'en faisait pas pour autant un bon produit. Je dirais que c'est plutôt le produit qu'on achète par défaut parce qu'il n'y a rien d'autre. Bon, maintenant, il y a le modèle encore pire, entre guillemets, la 6400, qui est du coup une version castrée d'à peu près un quart des unités dédiées. Au niveau de la RAM, ça reste la même chose et c'est toujours le même problème. Le bus mémoire 64 bits, uniquement 4 Go de RAM. Par contre, la bonne chose pour la 6400, c'est qu'elle ne consomme vraiment pas beaucoup, 53 watts, ce qui permet de se passer complètement de connecteurs d'alimentation. Pour certaines personnes, ça peut avoir une utilité, il y aura aussi pas mal de cartes proposées en low profile, ça peut avoir un public. Après, je sais que c'est très restreint, c'est un public de niche, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Après, pour du gaming PC normal, on va dire, je recommande pas du tout, même à 160 $. Alors évidemment en Europe c'est plus cher, le taux de change actuellement ne nous est pas favorable du tout, ce qui fait que la carte au MSRP, on tourne plus aux alentours des 180 €, et c'est trop cher. Puisque comme on peut le voir ici sur 3D Mark, pour ceux qui l'ont déjà testé, la 6400 en gros, ça donne à peu près les perfs d'une 1650, et j'ai envie de dire, si on a le choix entre les deux au même tarif, je préfère la 1650. Déjà, ça fonctionne correctement, même sur des cartes mères avec du PCI Express 3.0, et en plus de ça, tout ce qui est parti encodage et compagnie, là c'est pareil, il n'y a pas sur la 6400, du coup, la 1650 est un produit bien plus complet si vous l'achetez au même prix. Surtout que bon, en France, comme bien souvent, j'en ai vu uniquement chez LDLC, et chez LDLC, c'est 210 balles, ce qui est normalement le prix de la 6500 XT. Aucun intérêt. Sinon, l'autre produit qui a été lancé la semaine dernière chez AMD, c'est le 5800X 3D. Donc c'est le 5800X avec du cache de niveau 3 stacké au-dessus de la puce classique. Sans surprise, depuis qu'on entend parler de ce processeur, on attend un gain de performance en jeu. Par contre, pour ce qui est applicatif, tous les tests le montrent, c'est légèrement moins bien que le 5800X classique. Il y a quelques applications très très rares, où le cache permet un petit peu de compenser la perte de fréquence. On va dire que c'est un processeur quasiment uniquement dédié au gaming. Et malgré tout, vis-à-vis de tous les tests qu'on a vu passer, c'est pas si mal au niveau des performances. En gros, la plupart du temps, AMD a rattrapé son retard sur la génération 12 d'Intel, et c'est là qu'on voit que le cache a une importance vraiment énorme dans le gaming. Par contre, il y a des jeux qui n'en bénéficient pas du tout. Donc c'est un petit peu le problème de ce 5800X 3D, c'est qu'il y a des jeux où ça marche vraiment très 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 fort, où les performances sont vraiment impressionnantes par rapport au 5800X classique. Par contre, la grosse majorité des autres jeux, le gain est beaucoup plus modéré. Donc si on prend par exemple le test de chez Hardware Unboxed où il compare le 5800X 3D au 12900K, on voit que, dans l'ensemble, il y a des jeux qui s'en sortent mieux sur le 5800X 3D, d'autres sur le 12900K, et dans l'ensemble, on arrive à peu près à parité, c'est juste qu'il y a des cas particuliers, et il y a des cas particuliers quand même assez impressionnants. Puisque si on prend l'exemple d'Assetto Corsa, un jeu de simu de bagnole, la différence entre un 5800X classique et un 5800X 3D est quand même assez énorme, même en 1440p, on voit que sur ce jeu-là, il y a quand même un gros gap de performance, même avec une carte graphique aussi puissante, c'est une 3090 Ti qu'ils utilisent ici, et bien sur ce jeu-là, on voit que le cache en plus, ça change vraiment beaucoup la donne. Encore une fois, sur une autre simulation, sur Flight Simulator, là c'est pareil, le gain de performance est quand même relativement
appréciable, même si c'est beaucoup moins impressionnant que sur Assetto Corsa, mais il est quand même bien présent, et principalement sur le 1% low, qui est quand même un bon cran au-dessus. Il y a certains cas, pour certains usages, où le 5800X 3D peut se justifier pour certaines personnes qui sont vraiment férues de simulation, et ça a l'air d'être le domaine de jeu où le 5800X 3D s'en sort le mieux. Donc on le voit très clairement, il y a des jeux où le cache en plus, ça marche vraiment très très fort. Bon, Assetto Corsa, Battlefield 5, Watch Dogs Legion, StarCraft 2, War Thunder, même Fortnite bénéficie quand même pas mal du cache en plus. Halo Infinite, bon alors après on descend en dessous des 20%, mais 20% c'est quand même assez significatif en 1080p, surtout que chez Hardware Unboxed, ils ne testent pas en 720p où l'écart se creuse encore plus. Donc bon, ce 5800X 3D, pour la plupart des utilisateurs qui sont déjà sur les Ryzen 5000, je dirais que l'upgrade n'est pas forcément nécessaire, à part si vous jouez vraiment à certains jeux qui bénéficient vraiment du cache de niveau 3. Alors après, par contre, en applicatif, le 5800X 3D, c'est pas forcément la folie. Et là, actuellement, au niveau de son prix actuel, on tourne plus aux alentours des 500 balles en Europe que des 450 $. Encore une fois, le taux de change, il nous met bien dedans. À 500 balles, c'est quand même assez cher. À 500 balles, on peut trouver le 5900X classique, même un petit peu moins cher, et le 5950X, lui, arrive pas très loin, il est à 50 balles de plus à peu près en ce moment. Ça fait réfléchir quand même au moment de faire le choix. Après, si vous êtes vraiment orienté joueur gaming sur certains titres, ça se justifie, mais pour un processeur un petit peu plus polyvalent, un petit peu plus tout-terrain, personnellement, je trouve que le 5900X, qui est un petit peu moins cher, est plus intéressant. D'autant plus, comme on le voit ici, chez LDLC, on est plus à 580 €, comme d'habitude, la fameuse taxe LDLC. Le seul endroit où on peut trouver le 5800X 3D actuellement au tarif normal, c'est chez AMD. Et chez AMD, le 5800X 3D devrait être disponible en même temps que les GPU, tous les jeudis vers 16h. Donc ça devrait commencer là, incessamment sous peu. Première dispo du 5800X 3D sur le shop AMD, après 500 balles, plus les frais de port, donc ça va faire 510, ça reste un peu cher. Mais bon, encore une fois, en tant qu'upgrade ultime pour un processeur gaming sur la plateforme AMD, pourquoi pas? Puisque, à mon avis, même si les futurs Zen 4 seront probablement beaucoup plus performant en average que ce 5800X 3D, je pense qu'il y a des cas particuliers où celui-ci fera quand même mieux que les futurs Zen 4, par exemple sur Assetto Corsa. Je ne pense pas que les futurs Zen 4 fassent aussi bien que ce 5800X 3D. Donc il y a vraiment des cas niches où ce processeur peut se justifier. Donc personnellement, je m'attendais à pire au niveau des performances pour ce 5800X 3D, même si c'est un usage très niche et au niveau du public visé, ça ne va pas concerner grand monde. Alors après, si vous êtes sur une plateforme AMD, que vous voulez le meilleur processeur gaming sur la M4 pour ne pas avoir à passer sur la prochaine génération d'entrée de gamme, pour laisser un petit peu la plateforme mûrir, pourquoi pas. Par contre, si vous êtes en train de construire un nouveau PC, j'ai quand même envie de dire que chez Intel, on a plus intéressant. Par exemple, le 12700K, c'est un processeur beaucoup mieux équilibré au niveau performance applicatif et gaming, puisque en gros, les perfs gaming, c'est les mêmes que ce 5800X 3D en average. Par contre, au niveau applicatif, il est bien plus performant. Et il est proposé généralement à un prix moins élevé, donc ça paraît difficile de justifier le 5800X 3D quand on construit une nouvelle bécane. Puisque là, par exemple, même sur Amazon, le 12700 non-K est proposé à 391 €, ce qui est quasiment 100 balles de moins que ce 5800X 3D, et le 12700K, lui, est proposé à 406 balles. Bon, si on construit une nouvelle plateforme, moi j'orienterais plutôt chez Intel. Par contre, au niveau technologique, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'AMD refasse la même chose sur Zen 4, même si ce ne sera pas là au moment de la sortie. On aura très certainement du Zen 4 avec du 3D stacking au niveau du cache. Vu le gain possible dans certaines applications, ce serait très surprenant qu'AMD ne renouvelle pas l'expérience. Alors, toujours chez AMD, mais maintenant du côté des APU, avec Red Gaming Tech, qui a eu des rumeurs sur ce futur APU de chez AMD qui devrait du coup succéder à Rembrandt, que l'on retrouve sur les Ryzen 6000 sur PC portable. Et ce nouvel APU, appelé Phoenix, serait basé sur RDNA 2 pour la partie graphique. Bon, alors il y en a qui disent RDNA 3, mais ce sera très certainement RDNA 2. Et une des autres grosses différences de cet APU par rapport à ce qu'on retrouve sur PC portable, c'est le nombre de compute units. Puisque sur les PC portables, au niveau des compute units, on a jusqu'à 12 compute units pour les plus grosses puces, et bien là, avec Phoenix, on en aurait au moins 16, et ça pourrait aller jusque 24, même si
Au niveau d'autres rumeurs qu'on a entendues à droite à gauche, ce serait possible que ce soit 16 maximum aussi. Alors après, ce qui serait aussi intéressant avec cette APU, eh bien, c'est qu'on aurait possiblement quelques changements au niveau de l'interface mémoire. On aurait un nouveau système de cache unifié, hein, qui serait pas l'Infinity Cache, mais un autre système apparemment, et on aurait aussi peut-être quelque chose qui s'apparenterait un petit peu à ce qu'on retrouve sur la PS5 avec de la mémoire unifiée, ce qui permettrait possiblement d'avoir de bien meilleures performances pour ces APU, puisque pour rappel, le plus gros problème pour les APU de PC de bureau, généralement, c'est un petit peu ce qui se passe au niveau de la mémoire, puisque on est obligé de faire appel à la mémoire système, et la mémoire système, c'est beaucoup moins rapide que la mémoire dédiée pour les parties graphiques. Si AMD se penche là-dessus et nous pond vraiment des APU plus costauds, plus rapides, avec une gestion de la mémoire améliorée, eh bien on pourrait enfin avoir des APU avec une partie graphique plutôt correcte, et ça changerait un petit peu, puisque jusqu'ici, même les derniers APU sur PC de portable, alors ça peut suffire pour certains usages, mais on tourne quand même encore aux alentours des performances des Radeon 7970 d'il y a 10 ans, tandis qu'ici, avec les specs un petit peu supposés, je pense qu'on pourrait être pas très loin de la 6500 XT, voire même peut-être au-dessus, soyons fous, et ça permettrait peut-être de combler un certain manque au niveau des GPU d'entrée de gamme, qui sont quand même un petit peu à la peine en ce moment, et je suis pas vraiment certain qu'on en voit beaucoup sur la prochaine génération, que ce soit chez AMD ou chez Nvidia. Par contre, ça va très clairement être un segment très intéressant pour Intel, pour s'imposer, vu que les deux autres le délaissent quand même assez violemment. Je pense que pour Intel, il y a une petite niche où ils peuvent s'engouffrer pour gagner en part de marché. Alors maintenant, on va faire un petit tour du côté des prix des GPU. Alors souvenez-vous, la semaine dernière, j'avais parlé de cette nouvelle initiative de la part d'Nvidia, le Restocked and Reloaded. On était censé avoir une mise à jour avec de nouvelles offres tous les jeudis à 15h, enfin moi c'est ce qu'on m'avait dit, Force est de constater qu'on a bien eu une mise à jour ce jeudi, mais c'était pas à 15h, et c'est un petit peu dommage. Alors j'espère que ça va s'améliorer avec le temps, j'en sais rien, c'est pas moi qui gère le truc. En plus, cette semaine, au niveau des offres, alors ça concerne quasiment uniquement des 3070 et supérieurs, et c'est quand même très cher, 790 € pour une 3070 Ti, personnellement je trouve que c'est trop cher. La 3080 Ti à 1500 balles, pas donné non plus, et en plus de ça, je sais que par exemple chez Gros Bill, ça avait pas vraiment suivi, donc chez Rue du Commerce, il joue le jeu, ce qui est plutôt pas mal. Bon, par contre, on voit qu'au niveau des tarifs, c'est pas toujours complètement raccord. Contre Gros Bill, ils étaient censés avoir quelques modèles de cartes aussi. Eh bien, apparemment, c'est pas le cas. Alors, est-ce qu'il y a un problème entre Nvidia et Gros Bill sur cette nouvelle initiative? J'en sais rien. Autant Rue du Commerce a l'air de jouer le jeu, et de manière générale, Rue du Commerce, c'est un peu ceux qui sont le mieux placés niveau tarifaire, au niveau des GPU. Autant là, Gros Bill, c'est un petit peu dommage, puisqu'il y avait une 3080 en dessous de 1000 €, ce qui aurait pu intéresser certaines personnes. Du côté d'AMD, alors, comme d'habitude, les meilleurs prix, ça se trouve généralement chez PC Componentes ou sur Amazon, chez NR Info, quand ils mettent du stock à jour. Par contre, ici, on voit par exemple que chez PC Componentes, les stocks de cartes de chez XFX, qui étaient les plus intéressantes, la 6600 et la 6600 XT, là du coup on voit que les prix ont légèrement remonté, ce qui est un petit peu dommage. Du coup on repasse à environ 400 € pour la 6600. On a le choix entre le modèle de chez MSI et de chez Sapphire, et pour la 6600 XT, on repasse à 440 €. On a du coup une petite remontée des prix de 20 € à ce niveau-là. Par contre, on trouve toujours la 3060 à 445 € et la 3060 Ti à 545 €. Alors, on aura très certainement des variations en fonction des stocks. Et en plus de ça, au niveau des rumeurs, chez AMD, on a le refresh de RDNA 2 qui doit arriver pour le 10 mai. Et ce refresh, c'est quand même un paramètre à prendre en compte, puisqu'apparemment, AMD est en train de constituer de gros stocks pour lancer ce refresh le jour de la sortie, que ce soit au niveau du stock, des modèles de référence, mais aussi surtout des cartes des partenaires. Ils veulent un peu réitérer ce qui s'était passé au lancement de la 6600 XT, souvenez-vous, ça avait été un des seuls lancements pendant la pénurie où on avait quand même pas mal de stock le jour de la sortie, à un tarif relativement proche du MSRP. Donc on verra si ça se vérifie. Bon alors par contre je suis un petit peu déçu, il y aurait apparemment pas le modèle de référence de la 6650 XT chez AMD. Je trouvais la carte un petit peu mignonne sur les renders,
Donc du coup, on verra s'il y a certains partenaires qui la proposent. Par contre, on aura bien un modèle de ref pour la 6750 XT et pour la 6950 XT, pour ceux que ça pourrait intéresser. On est toujours un petit peu dans le flou au niveau du tarif pour ces refresh. On sait pas aussi exactement si ça va complètement remplacer certains modèles de la gamme. Enfin, on sait pas si ça va juste s'ajouter plus cher, ou s'il y a certains modèles qui vont disparaître petit à petit et être remplacés par ces nouveaux modèles-là. Enfin bref, on aura très certainement un petit peu plus d'infos au plus on va se rapprocher de la date de la sortie. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez dire au niveau de l'actu cette semaine. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube. Sinon, on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!